I believe that self-love is very important. If you read my work, you know I'm always talking about loving oneself. I never trust anybody who tells me he or she loves me if the person doesn't love herself. But we've made it Freedom Day! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast littéraire Le Jardin. J'ai dévoré récemment les 7 tomes de l'œuvre autobiographique de Maya Angelou. Cette lecture, commencée au début de l'été, vient tout juste de s'achever. Entre-temps, j'ai dû me procurer un des tomes, le tome 6, toujours pas traduit en français. Maya Angelou, née Marguerite Johnson en 1928 à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis, est décédée récemment, on va dire, en 2014. Maya est le nom qu'elle s'est choisi pour développer sa carrière d'artiste. C'était le surnom, le petit nom que lui avait donné son frère chéri quand ils étaient tous deux enfants. Maya Angelou est, j'ai dit artiste, mais elle est beaucoup de choses. C'est une romancière, une poète, une dramaturge, une essayiste, une actrice, une scénariste, une productrice, une documentariste, une professeure d'université, mais elle fut aussi danseuse, chanteuse et même prostituée, comme on l'apprendra dans l'un des tout premiers tomes de cette œuvre autobiographique. Mais elle est peut-être et avant tout, bien sûr, une militante, tour à tour pacifiste, aux côtés de Martin Luther King, puis plus activiste et inspirée par Malcolm X, dont elle était également l'amie. C'est l'un des personnages clés du mouvement américain des droits civiques. Sur les 7 tomes de son œuvre autobiographique, 6 ont donc été traduits en français et existent aujourd'hui en édition de poche, et au livre de poche très précisément. Aujourd'hui, les éditions Segers traduisent également sa poésie, puisqu'elle est connue dans son pays, évidemment, comme une militante pour les droits civiques des Afro-Américains, mais également, à part égale, on va dire, comme romancière, essayiste et poète. Donc. Elle a inspiré de nombreux chefs d'État, puisque Bill Clinton lui avait demandé de faire son discours d'investiture. Elle inspire la célèbre Oprah Winfrey, une des personnalités afro-américaines les plus connues dans le monde et les plus célébrées aux États-Unis. Elle était également une source d'inspiration pour Barack Obama, évidemment. Voici le titre et puis l'année d'écriture, de parution aux États-Unis, de parution originale, donc, des 6 tomes, enfin les 7 exactement, puisque je vais également vous donner celui qui n'est pas traduit ici en France. Alors elle a commencé, et c'est peut-être le plus célèbre de la série de 7, avec « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». « I know why the cage bird sings ». Et ça, c'est 1969. Donc je vous rappelle, elle est née en 1928, elle écrit en 1969, donc elle a environ 40 ans quand elle a écrit le premier tome de son autobiographie. Ensuite, c'est « Rassemblez-vous en mon nom », « Gather together in my name », et c'est en 1974, 5 ans plus tard. Le 3e tome, chanter, swinguer, faire la bringue comme à Noël. Singing and swinging and getting merry like Christmas. 1976, 2 ans plus tard. Donc là, on voit qu'elle a un rythme assez soutenu pour la publication de ces différents tomes qui reprennent la chronographie de sa vie depuis sa naissance jusqu'à son âge d'adulte. Le 4e tome s'appelle en anglais The Heart of a Woman, donc le cœur d'une femme en anglais, et en français il s'appelle Tant que je serai noir. Donc là on commence à prendre des libertés avec les titres originaux, et celui-ci est paru une première fois donc aux États-Unis en 1981. Le 5e s'appelle en français Un billet d'avion pour l'Afrique, et en américain, All God's Children Need Traveling Shoes. Donc tous les enfants de Dieu ont besoin de chaussures de marche. Celui-ci est paru en 1986. Le 6e tome, alors ça c'est vraiment un mystère pour moi. Pourquoi personne
en France, n'a décidé de le traduire, d'autant plus que le 7e a été traduit. Donc le 6e, c'est A Song Flung Up to Heaven, donc il n'a pas été traduit. Donc on peut, donc la traduction littérale, c'est une chanson jetée au ciel. Moi je dirais peut-être plutôt un chant projeté vers le ciel ou vers le paradis. Je ne sais pas si le Heaven en question, c'est pas plutôt le paradis. Celui-ci date de 2002. Et enfin, le 7e et dernier tome de l'autobiographie a été publié en 2013. Donc là, il y a eu un long moment, il y a eu plus de 11 ans entre 2002, le 6e tome, et 2013, le 7e tome. Celui-ci s'appelle en anglais Mom and Me and Mom, ce qui donne en français Maman et moi et Maman, exactement. Mais il avait, alors ça c'est bizarre aussi, il avait connu une première traduction sous le nom de Lady B. Lady B, c'est le surnom justement qu'avait donné Maya à sa maman. Une maman en particulier, puisque c'est une maman qui, à la naissance de ses 2 enfants, les avait en fait confiés à leur grand-mère paternelle, parce qu'elle-même et son premier mari ne pouvaient pas vraiment s'en occuper. Elle a préféré donc déléguer l'éducation de ses jeunes enfants à la grand-mère, parce qu'elle pensait ne pas être capable de s'en occuper. On voit que l'écriture des 7 tomes de cette autobiographie s'est échelonnée entre 1969 et 2013. Alors c'est pas étonnant que ce 7e tome d'ailleurs ait pris un peu plus de temps que les autres, et c'est d'ailleurs un 7e tome qui revient sur toute l'histoire, mais avec un angle un peu différent. Dans les premiers tomes, c'est vraiment une histoire évidemment très personnelle, mais aussi sociale des États-Unis, de la vie des Afro-Américains. Et dans le 7e tome, là, on est vraiment beaucoup plus dans l'intimité de Maya Angelou et surtout de la relation justement d'elle et de sa mère, puisque autant, au début de sa vie, sa mère était la grande absente, autant dans sa vie d'adulte et dans tout le reste de sa vie, elle a été une figure très importante pour elle. Ils ont eu une relation très très forte. Et c'est très beau d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans ce 7e et dernier tome autobiographique. Alors pourquoi j'ai tant aimé lire la vie de Maya Angelou ? J'ai trouvé l'adjectif édifiant très, très, très adapté à cette vie. Une vie édifiante, à la fois particulièrement instructive sur l'époque, donc sur le combat pour les droits civiques aux États-Unis, pour comprendre la vie des Afro-Américains dans un État ségrégationniste, pour saisir la richesse de l'après-guerre où la lutte pour les droits individuels rejoint celle plus vaste des peuples à se gouverner eux-mêmes, à travers la décolonisation et enfin une période où les arts sont florissants. De l'explosion du jazz au premier opéra afro-américain avec Porgy and Bess, en passant par la danse ou le théâtre. Alors j'ai mentionné Porgy and Bess pas par hasard, puisque Maya Angelou a participé à la tournée de Porgy and Bess en Europe. Et quand je parle de théâtre, je voudrais aussi parler de la première de la pièce Les Nègres de Jean Genet, qui a été jouée par des Afro-Américains à New York. Et dans la distribution de cette pièce figurait également Maya Angelou. J'emploie le terme d'afro-américain à dessein car il est particulièrement adapté au contexte des années 50 à 70, avec ce parallèle fort des luttes anticoloniales et des droits civiques où les Noirs d'Amérique du Nord, descendants d'esclaves arrachés au continent africain, se tournent de plus en plus vers ce continent pour y retrouver leurs racines et essayer de construire un destin commun. Maya Angelou vivra d'ailleurs en Égypte, puis et surtout au Ghana, gouverné alors par un grand dirigeant, porte-parole des Suds, dont on reparlera plus tard. Je disais une vie édifiante, donc une vie édifiante aussi dans le sens d'une vie vertueuse, pas au sens contraint et réduit, pas une vertu de catéchisme, mais au sens de la vertu des anciens, une vie bonne, une vie pleine, dans laquelle se trouvent réalisées toutes les possibilités que l'on porte en soi, comme être vivant, comme être humain, et comme individu singulier. Et aussi une vie menée tambour battant, avec des valeurs fortement ancrées en soi. Une volonté qui triomphe des épreuves nombreuses, une forme d'optimisme et de croyance inébranlable pour défendre sa position et assurer la vie de son fils. Elle a été en effet une mère célibataire, elle a été mère très jeune, et le début de sa vie d'adulte, elle a lutté pour élever son fils, qu'elle adorait plus que tout. Une vie, enfin, à dire la vérité.
S'il est une vertu, pour reprendre le thème précédent, caractéristique de Maya Angelou, c'est bien la franchise, la bonne foi. Dire ce que l'on pense, ce que l'on fait, y compris si ce n'est pas très glorieux. J'ai dit qu'elle avait été un temps prostituée, elle l'avoue, elle l'écrit. La vérité, même si elle n'est pas agréable à entendre, elle va la dire. C'est la définition incarnée d'une femme de principe. Quelqu'un qui possède des valeurs fortes et qui s'y tient. Enfin, elle ne s'apitoie jamais sur son sort. Quelle que soit l'épreuve qui se dresse sur son chemin, le deuil passe et elle agit. Elle arrive à se sortir de toutes les situations, aussi difficiles soient-elles, par l'action, en empruntant un autre chemin ou en revenant au chant et à la danse, comme lors de la mort de son ami Malcolm X. Elle part à Hawaï et reprend pour un bref moment sa carrière de chanteuse dans un club. J'ai essayé de vous résumer toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'ai adoré lire les 7 tomes de ce livre. J'aimerais vraiment vous donner envie de les lire. A blue sky smiling at me, and nothing but the blue sky. Je vais maintenant essayer de résumer en quelques mots ce qui se passe dans chaque tome, mais rassurez-vous, je ne vais rien divulgacher, rien spoiler. Je vais juste vous donner les grandes lignes. Donc dans le premier tome, donc en français, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, 1969. Donc là, c'est vraiment les débuts de la vie de Maya. Donc ça retrace la période allant de 1928 à 1944 environ. Son enfance à Stamps, en Arkansas, chez Moma, donc sa grand-mère, et avec son oncle Willie. Puis le retour auprès de sa mère à San Francisco. Et là, il y a un épisode vraiment dramatique, c'est qu'elle est violée. Et elle s'enferme dans le mutisme et elle va peu à peu renaître et reprendre force grâce à une femme qui s'appelle Mrs. Flowers et elle va découvrir la littérature. Dans ce tome aussi, on va la voir travailler, avoir un premier travail comme première conductrice de tramway noir de San Francisco. Voilà, elle s'est battue pour ça. On voit déjà son opiniâtreté et sa force de conviction et sa volonté. Les personnes clés dans ce premier tome, c'est son frère, Bailey, Vivian Baxter, sa mère, Mrs. Flowers, sa grand-mère, etc. Le titre, qui est très beau, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, il vient d'un poème, un poème de Paul Laurence Dunbar. Paul Laurence Dunbar, c'est le fils d'esclaves du Kentucky et c'est l'un des premiers écrivains afro-américains à obtenir une réputation nationale aux États-Unis. Il faut savoir que Paul Laurence Dunbar n'est pas traduit en français. Donc le titre, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. L'oiseau en cage, c'est évidemment les esclaves afro-américains des États-Unis. Et c'est tiré d'un poème qui s'appelle Sympathy, sympathie. Et je vais vous lire un passage librement traduit donc de Sympathie. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, hélas, quand ses ailes sont meurtries et sa poitrine endolorie, quand il se heurte au barreau et qu'il voudrait être libre. Ce n'est pas un chant de joie ou d'allégresse, mais une prière qu'il envoie du plus profond de son cœur, mais une supplication qu'il lance vers le ciel. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Alors là, vous avez vu l'avant-dernier vers, mais une supplication qu'il lance vers le ciel. Et ça, c'est en fait le titre du 6e tome, A Song Flung Up to Heaven. 2e tome, donc c'est Rassemblez-vous en mon nom, 1974. Alors, je parle de tome, mais c'est vrai que la tomaison n'est pas évidente. Alors, autant les éditions américaines reprennent en 4e de couverture l'ordre de différents ouvrages, autant l'édition française n'en dit rien. Et d'ailleurs, si vous allez en librairie, les libraires sont bien en peine de vous dire quel est le premier, quel est le dernier. Donc il faut m'écouter, il faut faire des recherches pour savoir dans quel ordre les lire. Donc ce 2e tome, Rassemblez-vous en mon nom, ça part de 1944, donc là où on a laissé la première histoire, jusqu'en 48. Donc là, c'est plus court comme période de temps. Et ça retrace les débuts chaotiques de la vie d'adulte de Maya avec son jeune enfant, sa recherche d'indépendance financière, des jobs variés. Elle était cuisinière, j'avais oublié, oui, elle était cuisinière, c'est vrai, danseuse donc. Et ses responsabilités en tant que la jeune mère de Guy, je ne sais pas comment on prononce en américain.
On va la voir aussi avoir des relations compliquées, notamment avec son premier mari. Là, elle va l'épouser. Alors, c'est pas sans poser problème, puisque c'est un blanc d'origine grecque qui s'appelle Tosh Angelos et qui deviendra donc son mari. On peut noter donc que quand elle va devenir chanteuse, danseuse, elle va choisir le nom de scène. Donc Maya, c'était comme je l'ai expliqué, le petit nom que lui donnait son frère quand ils étaient enfants. Et Angelos, donc c'est son nom de femme mariée, transformé en Angelou. Maya Angelou, ça donne un nom parfait pour devenir célèbre. Enfin, dans ce tome, on explore donc l'Amérique urbaine de l'après-guerre et notamment à San Francisco. Troisième tome, ça chanter, swinguer et faire la bringue comme à Noël. 1949-1955. Alors on sent déjà rien qu'avec le titre que ça va être un peu plus joyeux. Et c'est vraiment la période de développement artistique, ses débuts sur scène, l'entrée de Maya dans le monde du spectacle afro-américain, mais pas seulement, hein, américain et voire mondial. Elle part en tournée internationale avec la troupe de Porgy and Bess. Et elle va découvrir l'Europe. Et donc là, c'est très intéressant aussi, cette découverte de l'Europe avec la troupe. La vie de la troupe en tournée. Et on va rencontrer des personnages clés comme Pearl Bailey, une artiste et musicien qui l'encourage à poursuivre une carrière artistique. Le quatrième tome, alors ça je l'aime beaucoup celui-ci, celui écrit en 1981, qui s'appelle « Tant que je serai noir » en français, et qui en américain s'appelle « The Heart of a Woman », le cœur d'une femme. Là c'est la période 1957-1962. C'est une période à la fois de fort engagement politique, mais aussi artistique. Elle intègre le Harlem Writers Guide, soutenu par James Baldwin, donc un autre grand auteur afro-américain, très connu aussi, homosexuel, à l'œuvre qui a inspiré beaucoup d'autres auteurs par la suite. Elle devient à la fois donc écrivaine, mais aussi militante pour les droits civiques. C'est dans ce tome que s'inscrit sa rencontre avec Martin Luther King. En 1960, donc à New York, là, elle a déménagé, elle a quitté San Francisco pour s'installer à New York. Martin Luther King et Ralph Abernathy lui demandent de les aider à organiser une collecte de fonds pour la SCLC. Donc ça, c'était l'organisation, en fait, la Southern Christian Leadership Conference, exactement, l'organisation de Luther King. Et elle devient, pendant un temps, coordinatrice de cette organisation, ce qui marque évidemment le début d'un lien durable avec le grand activiste. Dans ce même tome, elle va ensuite connaître un séjour en Égypte avec un autre activiste, l'activiste sud-africain Vus Mackey. J'ai décidé de vous lire certains extraits tirés de ce tome, que je rappelle, qui s'appelle en français « Tant que je serai noir ». Et on commence avec la page 201. Et alors là, c'est vraiment un très bon exemple, je vous disais. Elle n'a pas peur de dire vraiment la vérité, de se cacher derrière les sentiments. C'est pas du tout son style d'être hypocrite ou de ne pas dire la vérité et ce qu'elle pense et de toucher à des choses justement très sensibles. C'est le cas avec cet extrait, page 201. La sensualité qui marque les rapports entre les parents et leurs enfants est souvent telle que seule la vigilance que la société exerce depuis toujours freine le passage à l'acte sexuel. Lorsqu'une mère célibataire a un garçon, la tension monte encore d'un cran. Comment aimer et se montrer affectueux sans faire naître des pensées lascives dans des esprits jeunes et innocents? Par crainte de susciter des désirs incestueux chez leurs enfants, de nombreux parents se mettent en quelque sorte en retrait et refusent tout contact physique, au risque de laisser leur rejeton en proie au désir et convaincus d'être indignes d'amour. Voilà. On voit qu'elle prend son rôle de mère au sérieux et qu'elle se pose les bonnes questions. Plus loin, je palpais des livres que Vus et moi, alors Vus c'est son deuxième mari, sud-africain, je palpais les livres que Vus et moi avions apportés. Africa and World Peace de George Padmore, Les âmes du peuple noir de Dubois, des recueils de poèmes de Langston Hughes et de Paul Laurence Dunbar. Personne ne sait mon nom de Baldwin. Le livre de Baldwin me donna du courage. Personne ne savait mon nom. Ou plutôt, on m'avait appelé par toutes sortes de noms. Marguerite, Riti, Rita,
Maya, bébé, chienne, pute, madame, fille et épouse. En Égypte, je serai désormais connue sous le nom de rédactrice en chef adjointe. Ce titre, je le mériterais, même si je devais pour cela travailler comme une esclave. Bon, pas tout à fait, mais presque. Encore un peu plus loin, dernier extrait tiré de ce tome. Je ne tentais même pas de lui expliquer que je ne pleurais pas à cause du manque d'amour, et surtout pas à cause de la désaffection de vous. Je pleurais mes ancêtres. En Égypte, je n'avais jamais vraiment eu le sentiment d'être en Afrique. Notre route nous avait conduits par-delà le Sahara, et je voyais par le hublot des arbres, des buissons, des rivières et des forêts denses. Tout avait commencé ici. Les enfants pauvres abandonnés dans des voitures ou dormant pêle-mêle dans des logements infestés de rats. La terrifiante plainte de ma grand-mère qui scandait « Bread of heaven, feed me till I want no more ». Les jours d'intoxication et les nuits d'ivresse d'hommes qui n'avaient jamais connu l'espoir. La solitude de femmes qui ne seraient jamais appréciées et qui n'auraient jamais droit à un soupçon d'honneur. Ici, là, sur les rives de ce fleuve, des gens furent enlevés, ligotés, enchaînés, forcés de marcher pendant des semaines en portant sur leurs épaules le double fardeau d'un collier de fer et d'une insondable terreur. Dans ce vaste bosquet d'arbres qui, vu des airs, avait l'apparence d'une plaque de mousse, des garçons et des filles avaient été traqués comme des bêtes, capturés et attachés ensemble. Agneaux sacrifiés sur l'autel de la cupidité. Les lynchages orgiaques de l'Amérique avaient pris naissance dans ces vastes savanes-là. Les mots de mon pays, les regards chargés de haine des Blancs, les rejets odieux fondés sur la couleur de la peau, les moqueries, les droits bafoués, les lamentations et les gémissements sonores inspirés par la perte d'un monde, la sécurité inaccessible. Ce long et terrible voyage vers la misère, qui se poursuivait toujours, avait débuté ici, sous le ventre de l'avion. Guy se levait de temps en temps pour m'apporter des mouchoirs en papier. Je n'osais pas lui faire part de mes réflexions. Si j'ouvrais la bouche, je n'arriverais plus à la refermer. Mes cris transperceraient l'air, et je me mettrais à courir dans les allées comme une folle. Je serrais mes lèvres pour les souder l'une à l'autre. La seule manifestation de ma détresse étaient les larmes brûlantes qui, comme du miel, glissaient sur mes joues. Voilà, là j'ai lu un long extrait parce qu'il est tellement fort que je voulais le partager avec vous. 5e tome que j'apprécie également énormément, Un billet d'avion pour l'Afrique. Donc on voit effectivement que à la fin du 5e tome, elle quitte, alors elle est déjà en Afrique, mais en Afrique du Nord, elle vivait en Égypte avec son désormais ex-mari, et elle rejoint donc le Ghana. Et donc le 5e tome, ça va être le cœur du sujet, ça va être sa vie au Ghana. Il s'appelle en français Un billet d'avion pour l'Afrique et en anglais All God's Children Need Traveling Shoes. Tous les enfants de Dieu ont besoin de chaussures de voyage. Cette période, c'est 1962-1965. Installation au Ghana, donc avec Guy, une immersion dans la communauté afro-américaine expatriée là-bas, et aussi la quête identitaire tournée vers ses racines africaines. Elle va travailler à l'Université du Ghana et à la presse. Elle renforce ses liens avec des militants afro-américains de passage, dont Malcolm X, dont elle devient l'amie. Là aussi, j'aime beaucoup ce tome, donc je vais vous lire quelques extraits, en commençant par un extrait qui est page 21. Page 21, donc, de Un billet d'avion pour l'Afrique. Mais les vieux diacres noirs, les placeurs, les mères de l'Église et les chorales d'enfants n'aspiraient qu'en partie au ciel. Dans cette nostalgie, l'Afrique et le paradis étaient inextricablement mêlés. Et là, moins d'un siècle après l'abolition de l'esclavage, certains descendants des premiers esclaves arrachés à l'Afrique revenaient, lestés d'un lourd espoir, dans un continent dont ils ne gardaient aucun souvenir, une terre qui, honteusement, les avait presque oubliés. Qui parmi nous comprenait que des années d'esclavage, la brutalité, le mélange des sangs, des coutumes et des langues avaient fait de nous une tribu méconnaissable? Bien sûr, nous avions conscience d'être pour l'essentiel indésirables dans le pays où nous avions vu le jour, et nous fondions de grands espoirs sur le continent de nos ancêtres. Pour ma part, j'étais au Ghana par accident,
au sens propre du terme. Mais les autres immigrants avaient choisi ce pays pour son attitude progressiste et son génial président, Kwame Nkrumah. Celui-ci avait laissé entendre que les Noirs d'Amérique seraient les bienvenus au Ghana. Il offrait l'asile politique aux révolutionnaires de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale qui combattaient le colonialisme dans leurs pays respectifs. Si la politique étrangère et intérieure du Ghana me stimulait, je fus, je dois l'avouer, subjugué par les Ghanéens. Voilà, donc là, on a vraiment ses confidences et son rapport à l'Afrique qui va évoluer au fil du livre, on va le voir. Page 99. Allongé sur mon lit, je bus pour moi et pour tous les orphelins anonymes de l'Afrique éparpillés aux quatre coins du monde. Je bus et dus m'avouer que j'enviais sans limite ceux qui, grâce à la chance ou à la perfidie, étaient restés sur le continent africain. Leur pays avait été exploité et leur culture discréditée par le colonialisme, certes, mais, grâce à leurs chefs et à leurs prêtres, ils avaient malgré tout bénéficié de siècles de continuité. Les Africains les plus humbles pouvaient citer le nom d'ancêtres ayant vécu des siècles auparavant. La terre qu'ils occupaient leur appartenait depuis des temps immémoriaux. Malgré l'asservissement politique et l'exploitation économique, ils avaient préservé une indéracinable innocence. Je me demandais si les Noirs de la diaspora, moi la première, pourraient vraiment réintégrer l'Afrique. Avant même d'arriver, nous portions, tel un collier, des squelettes de désespoir séculaire, et nous étions marqués au fer par le cynisme. En Amérique, nous dansions, rions, procréions, nous devenions avocats, juges, législateurs, instituteurs, médecins et prêcheurs. Mais nous conservions, sous nos glorieux habits, l'insigne d'une histoire barbare cousue à notre peau foncée. On disait souvent que les Noirs étaient puérils, mais en Amérique, nous étions parvenus à la maturité, sans avoir connu le véritable abandon de l'adolescence. Alors, je n'ai pas parlé du style de Maya Angelou, mais c'est vrai que c'est une autobiographie, certes, mais encore une fois, une autobiographie édifiante, sociale, politique, avec un style très riche, et elle prend des libertés avec l'autobiographie, elle écrit des dialogues, c'est pas une suite de dates et de faits comme ça qui se suivraient les uns les autres dans un ordre temporel. C'est vraiment des réflexions très profondes comme je viens de vous en livrer une. Page 183, encore plus loin, alors là, elle vient de se faire un peu sermonner par Malcolm X, qu'elle apprend à connaître et dont elle devient l'amie. Et Malcolm dit « Écoute-moi, ma sœur, écoute-moi bien. Représente-toi le racisme comme une montagne. À présent, découpe cette montagne de haut en bas et ouvre-la comme une porte. Tu vois toutes les couches, toutes les strates ? Je voyais à peine devant moi, mais je hochais la tête. Ce sont les couches de la vie américaine, et on nous attaque dans chacune d'elles. Pour livrer notre bataille, nous avons besoin de gens sur tous les fronts. Ne sois pas si prompte à condamner une personne simplement parce qu'elle n'agit pas comme toi. Ne pense pas comme toi, ou hésite un peu. Il fut un temps où tu ne savais pas ce que tu sais aujourd'hui. Sa voix expliquait plus, accusait moins. Là, on voit la force aussi de Malcolm X, qui n'hésite pas, lui non plus, à dire la vérité, et des vérités qui peuvent mettre mal à l'aise, mais qui sont nécessaires. Enfin, dernier extrait que je vous lirai de toute l'autobiographie, elle se situe toujours dans Tant que je serai noir, page 244. Grâce à ma quête du cœur insaisissable de l'Afrique, je me comprenais mieux et je comprenais mieux les autres. La nostalgie de la terre natale, celle où nous pouvons aller tels que nous sommes et où on ne nous remet pas en question, habite chacun de nous. Elle s'accompagne de féroces ambitions et de dangereuses cabrioles. Nous amassons de vastes fortunes au prix de nos âmes, où nous risquons nos vies dans des fumeries, de Soho à Londres, à Haight-Ashbury, à San Francisco. Nous crions dans des églises baptistes, portons des kippas et des perruques, et discutons des plus infimes détails de la Torah, où nous adorons le soleil et refusons de tuer des vaches pour nourrir ceux qui crèvent de faim. Dans l'espoir que, puisque nous faisons tout cela, les nôtres nous acceptent ou, dans le cas contraire, que nous oublierons la terrible nostalgie que nous avons de notre foyer.
C'était décidé. Je rentrerai aux États-Unis dès que possible. Ah, nous voilà arrivés au 6e tome. En lisant même, je suis bouleversé. J'espère que vous appréciez le style et les mots de Maya Angelou. Donc le 6e tome, Song Flung Up to Heaven, une supplication jetée au ciel, envoyée vers le ciel, vers le paradis. Donc toujours non traduit, depuis 2002 qu'il existe. Dans ce tome, on parle de la période 1965-1968. Il s'agit donc du retour aux États-Unis, comme elle vient de le dire à la fin de l'extrait précédent, à la demande d'ailleurs de Malcolm X pour l'aider à structurer son mouvement. Malheureusement, ce projet est interrompu rapidement par l'assassinat de Malcolm X en 1965, donc l'année même où elle revient aux États-Unis. Elle devait ensuite rejoindre Martin Luther King le 4 avril 1968 pour une action bénévole, mais il est lui aussi assassiné ce jour-là, le jour de son anniversaire, ce qui la marquera durablement. Donc effectivement, dans ce tome qui est vraiment très important dans l'histoire des droits civiques et puis dans l'histoire de Maya Angelou, il y a deux assassinats des personnes les plus importantes pour elle, hein, à la fois Malcolm X et Martin Luther King. Et le tome se termine sur le début de l'écriture, donc son premier tome de l'autobiographie. I Know Why the Caged Bird Sings. Alors là, j'ai traduit pour vous quelques extraits beaucoup plus courts. Comme cela m'était arrivé tant de fois dans ma vie, j'ai dû suivre les enseignements de ma grand-mère. Ma fille, change tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Mais quand tu te heurtes à quelque chose que tu ne peux pas changer, alors change ta façon de voir les choses. Tu les verras sous un nouveau jour, et tu trouveras peut-être un nouveau moyen de les changer. Les Afro-Américains naissent avec le fardeau de leur couleur de peau et une mémoire raciale remplie d'horribles contes populaires. Il existe souvent des chansons entraînantes, qui font taper du pied, claquer des doigts, frapper des mains, danser, et qui disent en substance « Je ris pour ne pas pleurer ». Le gospel, le blues et les chansons d'amour suggèrent souvent que la naissance est difficile, que la mort est difficile et qu'il n'y a pas beaucoup de répit entre les deux. J'aime cet extrait où on parle de la musique justement afro-américaine, très important dans la vie aussi de Maya. Autre extrait traduit pour vous. J'ai demandé que l'on joue de la musique pour moi, puis je l'ai invité à entrer dans mon corps, à trouver les endroits brisés et douloureux et à les réparer, à souffler dans mon esprit et à dissiper le brouillard. J'ai laissé la musique me transporter sur la piste de danse. J'ai dansé pour l'Africain que j'avais aimé et perdu en Afrique. J'ai dansé contre les mauvais jugements et pour la bonne fortune. Pour le clair de lune qui reposait comme de la riche soie blanche sur le sable devant les grandes pyramides d'Égypte. Et pour le son des tambours cérémoniels fond en franc qui réveillait l'air matinal à Takoradi. Ça aussi j'aime beaucoup. On voit que quand elle est triste, quand elle ne sait plus quoi faire, le chant, la danse peuvent l'aider à surmonter les difficultés. Et nous arrivons au 7e et dernier tome, donc Mom and Me and Mom, Maman et moi et maman. Là, il s'agit donc d'une rétrospective des années 30, donc de sa naissance jusqu'aux années 70, et une exploration approfondie de sa relation, comme je l'ai dit, avec sa mère, Vivian Baxter, faite donc de traumatisme, d'éloignement, puis d'une réconciliation. C'est le récit de la manière dont Vivian soutient la carrière artistique, son travail d'écrivaine, son rôle de mère, son activisme. Elle sera toujours à ses côtés et elle la soutiendra toujours. C'est une femme très forte, Vivian Baxter, un sacré personnage que je vous invite à rencontrer à travers l'autobiographie parce que ça vaut son pesant d'or. Voilà, j'ai terminé la description des 7 tomes. J'espère que vous avez envie de les lire. Ils sont assez courts, les 7. Ils sont, comme vous l'avez compris aussi, c'est une écriture très rythmée. Il se passe toujours quelque chose. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et il se passe beaucoup de choses parce qu'elle a une vie vraiment très riche. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec un film que j'ai vu aussi récemment au cinéma et que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Soundtrack to a Coup d'État, bande son pour un coup d'État, de Johan Grimond Prez.
Et dans ce film, donc jazz, politique et décolonisation s'entremêlent. C'est un grand film historique qui révèle un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, donc la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militant des droits civiques et figure du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre l'assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Il se trouve que le livre, donc Tant que je serai noir, est cité en ouverture et en conclusion de ce documentaire, en même temps qu'est décrite l'intrusion à l'ONU des manifestants noirs américains suite à l'assassinat au Congo de Patrice Lumumba. On découvre non seulement Maya Angelou et Abbey Lincoln, qui sont des amis dans la vie et révolutionnaires dans l'âme, mais d'autres femmes fortes comme l'exceptionnelle Andrée Bloin, guinéenne réfugiée au Congo, plume et inspiratrice de Lumumba. Donc je vais mettre des extraits d'ailleurs de la musique d'Abbey Lincoln et de son mari Max Roach. Je vais mettre aussi d'autres extraits musicaux, parce que Maya a chanté du calypso. Et le calypso, c'est une musique protestataire originaire de Trinité et Tobago dans les Antilles. Elle faisait partie de la tradition du carnaval. Comme Maya en a chanté, vous allez en entendre. Maya aussi danse donc, dans l'adaptation cinématographique de Porgy and Bess par Otto Preminger. Et vous vous rappelez qu'elle a fait partie de la tournée européenne de Porgy and Bess. Dans l'un des tomes, je ne me rappelle plus lequel, elle rencontre aussi Billie Holiday, donc la très grande chanteuse. Et c'est une Billie Holiday à la fin de sa vie, fatiguée, très amère, très malade. Southern trees bear strange fruit. Et elle rencontre aussi une autre chanteuse qui s'appelle Della Reese. Donc ça me donne l'occasion de vous faire écouter ces artistes. Et enfin, pour les Parisiennes et les Parisiens, il y a une expo actuellement au Palais de Tokyo. Et on y voit l'œuvre de Melvin Edwards, un Afro-Américain également, qui au début des années 60 a développé une œuvre très originale. Des sculptures d'ailleurs, qui sont des soudées, c'est très original comme genre de sculpture. Et Melvin Edwards a créé une sculpture justement intitulée Owa Maya. Il l'a présentée et offerte à Maya Angelou en 2011. Et cette œuvre figurait dans la collection personnelle de Maya Angelou qui a été vendue lors d'une vente aux enchères. Tout ça a fait sens, tout ça se connecte. Et bien, je termine avec une citation d'un autre grand représentant des luttes anticoloniales. Je parle d'Aimé Césaire, qui dans son discours sur le colonialisme écrit « Le colonisateur qui, pour se donner bonne conscience, s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tend objectivement à se transformer lui-même en bête. » Voilà. Je trouvais que c'était une citation intéressante à vous livrer pour terminer ce podcast Le Jardin dédié à la grande figure de Maya Angelou. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.